Comment est-ce que le pire traumatisme du XXe siècle a pu, au final, engendrer des tragédies encore plus terribles? C'est fou quand on y pense. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, une véritable réaction en chaîne va fracturer l'Europe et l'entraîner sur des trajectoires totalement opposées. Dans ce décryptage, on va plonger au cœur de cette mécanique implacable. Le point de départ absolu pour comprendre tout ça, c'est l'échelle de la catastrophe. 65 millions. C'est le nombre de soldats qui ont été mobilisés. C'est juste vertigineux. Avec près de 10 millions de morts, on a un continent entier laissé en deuil, traumatisé par la présence quotidienne de ce qu'on appelait les gueules cassées. Ces vétérans lourdement défigurés. Et à l'époque, tout le monde se disait plus jamais ça. On espérait vraiment que ce bain de sang serait la fameuse DER-DDR. Alors, pour comprendre pourquoi la Seconde Guerre mondiale est devenue inévitable, notre analyse va s'articuler autour de 4 grands axes. L'héritage de la Grande Guerre, la montée des fascismes, le totalitarisme soviétique, et on terminera avec les démocraties sous pression. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, l'héritage de la Grande Guerre. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le traité de Versailles de 1919, c'est le grand écart absolu. D'un côté, il apporte une vraie promesse de paix, on voit de nouveaux États apparaître sur les cendres des vieux empires, et surtout, on crée la Société des Nations. C'est censé garantir la paix mondiale. Mais de l'autre côté, c'est la douche froide. L'Allemagne est jugée entièrement responsable de la guerre, elle est humiliée, son armée est démantelée, et on lui réclame des réparations financières littéralement écrasantes. Et ça explique parfaitement pourquoi la population allemande s'est sentie si humiliée. En fait, pour eux, ce traité, ce n'est absolument pas un accord de paix. C'est ce qu'ils appellent un diktat. Un texte dicté par la force, imposé par les vainqueurs, sans la moindre négociation. Et forcément, ça laisse des traces très, très profondes. Et ce ressentiment persistant, c'est la transition parfaite vers notre deuxième chapitre, la montée des fascismes. Parce que oui, toute cette frustration, ça crée un terreau idéal pour les extrêmes. Et c'est en Italie que la poudrière explose en premier. Les Italiens s'estiment floués, on ne leur a pas donné les territoires promis après la guerre, du coup Mussolini surfe sur cette colère. En 1922, il s'empare du pouvoir par la force et il invente un nouveau concept, le fascisme. En gros, c'est une dictature radicale, avec une dévotion aveugle envers un chef et l'obsession du retour à la grandeur nationale. Mais pour maintenir une emprise pareille sur tout un peuple, il faut une arme de destruction massive de la pensée, la propagande. Ce n'est plus juste gouverner, c'est manipuler. On bombarde les esprits pour forcer tout le monde à accepter une idéologie unique, et on écrase la moindre petite étincelle de contestation. Pendant ce temps-là, en Allemagne, un certain Adolf Hitler observe tout ça et décide d'aller encore plus loin en créant le nazisme. Il va prendre cette frustration liée au diktat dont on parlait tout à l'heure et il va désigner un faux coupable. Il met la défaite de 1918 et la crise économique sur le dos de la population juive. Son idéologie, c'est un cocktail ultra-violent d'antisémitisme, de mythe de la supériorité aryenne et d'une quête agressive pour ce qu'il appelle l'espace vital. Et quand on regarde la chronologie, c'est vraiment une ascension glaçante, étape par étape. On part d'un simple soldat de la Grande Guerre qui fonde son parti dans les années 20, il capitalise à fond sur le désespoir économique des années 30, et puis en janvier 1933, il est nommé chancelier. Dès 1935, le piège se referme avec les lois de Nuremberg qui légalisent officiellement l'antisémitisme et la ségrégation. Et pour s'assurer que son régime totalitaire dure dans le temps, Hitler ne laisse rien au hasard. Il s'en prend directement à l'avenir du pays, la jeunesse, qui est embrigadée de force. Et dans les rues, c'est la terreur. Des milices paramilitaires comme les SA et les SS traquent les opposants pour les enfermer dans les tout premiers camps de concentration. Bon, on a vu l'Ouest. Déplaçons un peu notre regard vers l'Est pour notre troisième partie, le totalitarisme soviétique. Parce qu'il se passe aussi des choses majeures en URSS. Alors, ce qui est super intéressant quand on observe ces deux modèles, c'est le grand écart idéologique. D'un côté, on vient de le voir, on a Hitler et son obsession macabre pour la race aryenne et l'antisémitisme. Mais de l'autre côté, en URSS, Staline met en place une dictature tout aussi brutale, mais focalisée sur la guerre des classes. Son but, c'est l'industrialisation à marche forcée et l'élimination de tous les soi-disant ennemis du peuple liés au capitalisme. Mais voilà, le point crucial à retenir. Même si ces deux régimes sont des ennemis mortels sur le plan des idées, en pratique, ils utilisent exactement le même mode d'emploi de la terreur. Un parti unique, un culte de la personnalité poussé à l'extrême, une propagande d'État qui lave les cerveaux, une police secrète redoutable, et bien sûr, l'horreur des camps, que ce soit les goulags en URSS ou les camps de concentration nazis. Ce qui nous amène logiquement à notre quatrième et dernière partie, des démocraties sous pression. Parce que oui, comment survivre quand on est encerclé par ces ombres autoritaires ? En France, par exemple, la situation est ultra tendue. Le pays est secoué par la crise économique et menacé par des ligues nationalistes. Face à l'urgence, les partis de gauche décident de s'unir. C'est le fameux Front populaire. Et leur promesse, elle tient en 3 mots, simples mais tellement puissants à l'époque, pain, paix et liberté. Et le plus fou, c'est que cette coalition va réussir à arracher des victoires sociales monumentales. Après leur victoire en 1936, on voit arriver des hausses de salaire, la semaine de 40 heures,
et l'institution incroyable des 2 semaines de congés payés. C'est une vraie bulle d'oxygène, un petit moment d'espoir pour la classe ouvrière dans un monde qui devient de plus en plus sombre. Sauf que cet espoir va très vite se fracasser contre la réalité diplomatique. Juste à côté, l'Espagne bascule sous la dictature de Franco après une guerre civile effroyable. Et puis, en 1939, c'est le choc absolu, un pacte de non-agression est signé entre l'URSS de Staline et l'Allemagne nazie, les 2 pires ennemis qui se serrent la main. C'était littéralement impensable. Au bout du compte, quand on regarde les faits de l'époque, on se retrouve face à une réalité glaçante. Les démocraties étaient acculées, essayant désespérément de maintenir la paix, pendant que les totalitarismes s'armaient jusqu'aux dents et s'alliaient dans l'ombre. L'Europe n'avait tout simplement plus de temps. Et la question qui reste en suspens, c'est de savoir combien de temps l'illusion de la paix pouvait-elle encore tenir dans un monde complètement fracturé par la terreur.